Bienvenue dans cet épisode du podcast À l'écoute de soi, mais je suis tellement en joie de partager cet échange avec l'invité du jour qui est Thomas Recourt. C'était pour moi un moment vraiment nourrissant, juste ok, je reviens à la maison et c'est tellement bon d'échanger quand ça donne envie encore d'échanger. On aurait pu discuter pendant des heures. En tout cas, moi, j'avais vraiment cette envie de prolonger encore et encore la conversation. Mais j'aime tenir les épisodes dans une durée qui, qui est correcte pour être entendue et pour ensuite te laisser du temps pour aller danser, jouer, profiter de ta journée et ressentir. Et c'est de ça que l'on parle dans cet épisode, de comment je viens ressentir et comment je pose cette présence au ressenti en lien avec les 3 mots de cette série, audace, liberté et sacré. Comme d'habitude, tu es invité à soutenir ce podcast en t'abonnant à la chaîne, en nous partageant tes retours, c'est toujours hyper précieux pour nous, en mettant une note, en l'envoyant à tes amis. Très très belle écoute et au plaisir de tes retours. Bonjour Thomas et bienvenue dans cet épisode du podcast À l'écoute de soi. Bonjour Gabriel, merci de m'accueillir ici. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter brièvement et je te laisserai compléter toi les mots qui viennent, sachant qu'on ne s'est jamais rencontrés en vrai. Ouais. C'est ce que j'ai pu en percevoir, en lire, en entendre et en tout cas ce qui va être présent. Thomas, tu te définis comme coach somatique, comme artiste, comme danseur. Et dans ce que je perçois, il y a vraiment cet élan de, de suivre ce qui est là, vivant à l'intérieur, et je vais vers ce qui m'appelle. Mais j'y vais avec curiosité et j'y vais aussi avec méticulosité. Je vais au bout. Il y a quelque chose que je perçois de ça. Tu es formé sur le sexological bodywork. Tu es formé autour de la connaissance, la reconnaissance, l'intégration des traumas. Tu es formé au Tao avec Mantak Chia. Et tu as cette particularité vraiment d'intégrer le corps pleinement dans ce chemin de rencontre de soi, dans ce chemin de reliance à l'autre. Et cette intégration du corps, tu laisses la part pleine, entière à l'intimité, à la sexualité et à toutes les parties du corps. Et particularité aussi est tienne, il y a cette intégration aussi, cette reconnaissance de l'anus à travers, que tu partages à travers les retraites, à travers une conférence que tu tournes. Mm. Euh, et ce qui vient aussi, ce qui ressort, c'est pour moi comment c'est vraiment intégré euh, en toi. Il y a quelque chose qui repasse comme par un filtre artiste que tu es, par un filtre de vivant, et ça donne beaucoup de poésie et d'unicité dans la manière dont tu partages ça. Donc merci en tout cas. Ouais. Ah, merci, je suis hyper touché par ta présentation parce que tu as utilisé tes propres mots et tu as revisité un peu ma bio officielle. Et en même temps, tout est là, quoi. Et c'est hyper touchant aussi d'avoir ton regard. Comme tu dis, on se connaît pas, mais tu suis mon travail, tu as vu des choses. Et ouais, je sens que du coup, je me sens vu et reconnu dans ce que tu dis. Donc, je n'aurais rien à ajouter par rapport à ça pour l'instant, en tout cas. Mm. Merci. L'idée du podcast aujourd'hui, c'est que tu es invité dans la thématique, dans une série qui s'appelle Audace, liberté et sacré. Mm. Et j'ai Joli envie de programme. voir comment résonnent ces mots et qu'on laisse la discussion se dérouler et voir qu'est-ce qui va se partager là, s'offrir là aussi, dans cet échange et dans ce qui va être transmis. Yes. Ouais, j'adore ce trio, cette trinité là de mots. Euh, Ça correspond bien moi, à ce qui me guide, je pense à des valeurs profondes. J'ai envie de commencer par liberté, même si tu l'as mis en deuxième, parce que pour moi c'est un petit peu la base de mon travail et de mon engagement dans ma vie, quoi. C'est cet endroit de liberté qui pour moi a été comment dire, je le revisite et je le redécouvre à chaque endroit. Mais pour l'instant, là où j'en suis au niveau de qu'est-ce que c'est pour moi les libertés, c'est la possibilité de choisir.
de choisir mon contexte, mon environnement, de vraiment choisir profondément en fait qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'incarne dans ma vie, qu'est-ce que je suis, et que ça puisse aussi être un engagement. C'est un engagement pour moi, un engagement radical, vraiment la liberté de radical au sens de racine, d'ancrage, de aussi d'acceptation radicale de ce que je suis. Et quand je dis aussi c'est la capacité de choisir, c'est que c'est pas si simple parce qu'en fait il y a tellement d'injonctions, tellement de on vit dans un monde tel qu'il est, avec dans sa parfaite imperfection, mais on vit dans un monde où il y a des autoroutes qui sont très fortes de comment on est censé se déployer dans la vie, comment on est censé relationner, comment on est censé construire aussi notre professionnel, notre personnel, etc. Et pour moi, du coup, la liberté, il y a un grand travail de retour à moi. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup travailler avec le système nerveux. Ça me permet déjà de te parler de système nerveux. C'est que dans le système nerveux, il y a c'est quoi vraiment mon endroit de calme, de détente profonde et de sécurité intérieure. Et comment je peux être dans cet espace-là, où j'ai de la détente, où c'est un espace vraiment de puissance et de déploiement. Et depuis cet endroit-là, de pouvoir choisir vraiment ce qui est bon pour moi. Et quand je dis ça aussi, pour moi, on est toujours un petit peu ballotté entre différentes injonctions et différentes passions qui nous prennent aussi. Et par exemple, si on parle de sexualité, il y a plein de champs maintenant qui s'ouvrent sur la sexualité consciente. Et même la sexualité consciente peut devenir une injonction où on se perd un petit peu dans notre liberté. C'est-à-dire, ah, maintenant, je vais devoir absolument être que dans des relations tantriques où on se regarde des heures dans les yeux et on va vraiment prendre le temps, etc. Et ça, c'est magnifique. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste que où est vraiment ma liberté, mon choix là-dedans et où est tout mon panel d'expression de ce que c'est être vivant. Et peut-être que oui, parfois j'ai envie vraiment de prendre le temps et de regarder ma partenaire dans les yeux pendant 1 heure, et que ça c'est ce qui est vivant, mais parfois peut-être j'ai juste envie d'être dans ma force animale et d'explorer cette joie aussi de l'animalité. Donc liberté, ça résonne à cet endroit-là, si je commence avec ces mots-là. Est-ce que je continue avec les autres mots ou tu veux Ah, rebondir sur ça? merci pour ça, j'ai juste une résonance qui vient et puis peut-être je veux bien ta vision sur ça. Quand tu as commencé Ouais. à parler de liberté, tu as mis tout de suite et tu l'as redit ce mot, celui d'engagement. Et je trouve ça hyper Mm. beau de les mettre côte à côte. Et effectivement, de plonger pleinement dans cette liberté, d'oser ça. Il y a une part pour moi qui résonne avec la souveraineté, qui résonne avec Mm. euh, hum, le fait que possiblement, je ne sais pas comment ça va être perçu, mais moi, c'est ce qui est là. Moi, c'est ce qui est vivant. Et comment, ben, pour pouvoir écouter ça, dans le moment où c'est là, ben, c'est tous les jours, en fait, que je dois être à son écoute. Et comment tu fais danser ces mots-là ensemble? Qu'est-ce qui résonne? Sur souveraineté, engagement et le chaque jour. Ouais, en tout cas, comment Mm. engagement et liberté, en fait, ils fusionnent aussi. Ah ouais, c'est clair. Pour moi, c'est très proche finalement. Engagement, liberté, souveraineté, puissance, c'est des mots qu'on utilise beaucoup dans le monde du développement personnel, de l'accompagnement. Et en fait, ils sont à la fois différents et à la fois ils sont interconnectés. Et ça marche aussi, et ça me permet aussi d'aller vers l'audace. En fait, l'audace pour moi, c'est ce pas d'après quand justement je suis bien ancré dans mon engagement quotidien, dans ma souveraineté, dans ma liberté. Là, j'ai de la place pour l'audace. L'audace, pour moi, il y a besoin d'avoir aussi vraiment cet espace intérieur de, OK, je me connais et c'est infini, je vais encore connaître d'autres couches de moi et je vais me transformer au fur et à mesure. Mais l'audace, pour moi, il y a quelque chose de la mise en action dans l'audace. C'est, OK, je suis à cet endroit-là, je sens que ma liberté, elle m'appelle là. Et est-ce que je vais faire ce pas ou est-ce que je vais rester à mon endroit parce que c'est un peu plus confortable peut-être d'être à mon endroit finalement, même s'il ne me correspond pas complètement. Mais pour moi, l'audace, elle vient aussi à un endroit en fait, c'est tellement indispensable et nécessaire pour que je reste vivant à l'intérieur. Souvent, on me dit, ouais, c'est inspirant, c'est impressionnant les choix que tu fais, l'audace que tu as de parler d'anus si publiquement, de parler de sexualité, de te montrer de cette façon-là. Et j'ai plein de façons de répondre, mais ma réponse la plus profonde, en fait, c'est soit je suis ça, cette audace-là, soit il y a quelque chose qui meurt à l'intérieur, soit il y a quelque chose qui s'éteint. Et en fait, c'est vraiment en lien aussi avec mon travail sur l'érotisme et l'éros au sens large, de cette capacité à rester dans ma force vitale, dans ma force de vie. Pour moi, l'audace, elle est vraiment liée aussi
à avoir un Eros bien, bien vivant. Et du coup, c'est est-ce que je suis vraiment ce qui m'allume, ce qui me met en joie? Et l'audace, c'est ça. Et parfois, je pense qu'on a tous des chemins différents par rapport à l'audace. Mais en tout cas, moi, mon chemin, c'est parfois juste d'y aller, en fait, sans trop réfléchir aux conséquences et de faire et d'être dans ce faire et ensuite de voir ce qui se passe. Moi, c'est ma stratégie et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à travailler sur ces sujets de la sexualité. J'étais aussi terrifié de oh, mais qu'est-ce qu'on va dire, comment ça va réagir. Et en même temps, c'était là, par exemple, ce concept de la sagesse de l'anus qui est descendu vraiment comme une évidence. Et je l'ai juste proposé au monde. Et j'ai vu comment ça résonnait. Et à partir de là, c'est comme si cette proposition, après, elle rentre en interaction avec des personnes, avec des idées, et elle vient ensuite s'enrichir. Et parfois, je comprends même après c'est pourquoi cette audace-là et ce mouvement-là, il est venu. Je le comprends au fur et à mesure. Et par exemple, ce travail sur l'anus, ça fait peut-être maintenant 3 4 ans que je le fais. Et je suis plus du tout au même endroit que quand j'ai commencé parce que je l'ai mis en action. Et parce que je l'ai fait résonner aussi avec des personnes, avec des propositions. Et ça, c'est un cadeau immense après quand j'arrive à faire ça. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais en tout cas, sur certaines choses, je le fais et c'est bon, quoi. C'est là que je me sens dans la grâce de waouh, quelle beauté de pouvoir manifester et d'être dans ce corps et d'être vivant, quoi. Mm. Yes. Il y a vraiment, je le sens quand tu le dis, il y a comme cet élan qui nous pousse. L'audace, c'est d'accepter d'ouvrir grand et de se laisser pousser et de voir ce qui se crée là. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager d'une fois où tu as pu être même presque... hum, euh, quel est le mot qui pourrait venir? J'ai dérouté qui vient, mais je pense que c'est pas le mot le plus juste, mais comme toi-même complètement étonné de ce qui s'est créé là. L'audace, elle t'a poussé vers quelque chose et tu réalises en le faisant que voilà, qu'il y a quelque chose de fou qui est en train de se passer. Ouais, ouais, j'ai plein d'exemples, mais le premier qui me vient, c'est un endroit assez clé dans ma vie où j'ai vécu en Amérique latine pendant quelques années, entre mes 25 et 30 ans. Et quand je suis rentré, c'était vraiment difficile. Je vivais une séparation amoureuse. J'avais plus vraiment mes tribus, mes communautés en France parce que j'avais tellement changé dans ces 5 années en Amérique latine et j'ai traversé une bonne année de vide et de traversée du désert et aussi j'étais aussi dans période de reconversion professionnelle. Je travaillais dans l'entrepreneuriat social en Amérique latine et je savais que j'avais envie de faire autre chose. Et à ce moment-là, j'étais un peu face à des choix de, OK, qu'est-ce que je nourris maintenant dans ma vie? Et il y a deux grandes voies qui se présentaient. Je commençais à vraiment rentrer à fond dans le mouvement, dans la danse, dans les pratiques somatiques. Et c'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Et en même temps, je savais pas trop comment aborder ça. Et il y avait une autre voie qui était complètement différente, qui résonnait plus avec quelque chose qui me touche aussi beaucoup, qui est le lien à la terre, la permaculture, la fermentation et notamment le pain. Et je m'étais même préinscrit à une formation de paysan boulanger, un BPREA, donc c'est vraiment la formation officielle d'État où on apprend à travailler la terre, à faire pousser le blé, les différentes céréales pour faire du pain, à le transformer, à faire du pain. Et ça, c'était quelque chose aussi dans mon endroit plus terrien qui me parlait de fou. Et à un moment, en même temps, j'ai vraiment senti le truc. Et j'étais accompagné aussi par certaines personnes qui m'ont beaucoup aidé. Et en fait, ce qui venait en moi, c'est je suis danseur, en fait. Je suis danseur. Et c'est ça que j'ai besoin de vivre. Mais par contre, j'avais quoi, 31, 32 ans. Être danseur à 31 32 ans, commencer une voie dans la danse, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que c'est le moment où j'ai commencé à m'installer à Grenoble et je me suis juste mis à danser. Beaucoup, beaucoup. J'ai faisais 15 heures de danse par semaine. Je suis allé à des cours professionnels de danse contemporaine. C'était mon premier cours de danse contemporaine. J'étais entouré de pros et, et je me sentais à la fois complètement vibrant et vivant et à la fois complètement, mais qu'est-ce que je fais ici? Ce truc d'illégitimité qui venait. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec le recul, 1 ou 2 ans après, je me suis dit, si je savais vraiment ce que c'était, ce truc-là, par exemple, d'aller à des cours de danse professionnelle contemporaine, je l'aurais pas fait, en fait. Mais vu que je savais pas ce que c'était vraiment, et j'étais juste dans cette innocence de, en fait, c'est ça qui vibre pour moi, je l'ai fait, et c'était super juste, et c'était super bon. Et à partir de là, c'est là que tout mon chemin a commencé à se tisser autour de vraiment relier le corps, l'esprit, toutes les couches de moi, et ce qui m'a amené après dans ce travail aussi autour de la sexualité consciente, de l'érotisme. C'est parti de là, en fait. Enfin, il y avait plein d'autres départs, mais ce point-là, il a été vraiment crucial dans, dans ma construction de ce que je propose aujourd'hui au monde. Hmm. Oh, ça me,
ça me fait rire parce qu'il y a une résonance. Là, tu le dis à 30 ans, quand on commence à être danseur, moi, ça m'est arrivé à 40 ans, un peu avant, mais en fait, il y a quelques années, quand il y a eu vraiment cette descente en fait, il faut que tu tournes, et que je me suis retrouvée Hmm, voilà, dans ce chemin de la danse soufie, à transmettre maintenant, je vais être sur scène dans pas longtemps, trop mais, beau. mais voilà, de juste, mais qui aurait cru ça? Et moi, la première, j'en suis chaque jour, mais complètement étonnée. Et en fait, c'est comme si... j'ai un parcours dans la musique au départ. Je suis formée au chant, je suis formée au chant classique, donc que j'ai complètement perdu parce que je pratique plus. Mais j'ai Ouais, sciemment décidé, je me suis formée jeune, puis j'ai dit, mais non, je veux pas que quelque chose qui soit passionnel, j'en fasse un métier, je risque de l'éteindre. ouais, Et en fait, c'est en train de me rattraper par un autre biais, et je trouve ça assez fou. Et à chaque fois que j'essaye comme de le mettre de côté, et que j'essaye de me connecter, de dire, bon, qu'est-ce que je remets au centre en ce moment, ça arrive, ça dit tourne, ça dit danse. Et voilà, c'est fou. Et du coup, je suis obligée juste de me laisser porter par ça et de comment ben, ça danse avec ce que je propose. Euh, ouais. Ouais, c'est vraiment cet endroit-là, finalement, de se connecter à un endroit où à la fois on a le choix et on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que si vraiment j'écoute là l'élan qui est présent en moi, en fait, il est fort, il est tellement fort que j'ai pas vraiment le choix, en fait, de le faire. Et ce que tu me dis, ça résonne aussi pour moi dans un petit peu moins cloisonner nos espaces, même si c'est important aussi d'avoir ses limites et de savoir dans quel espace je suis, c'est quoi mon cadre. Mais comme aussi le pro, le perso, finalement, ils se nourrissent aussi beaucoup et de se laisser cette opportunité-là de dire en fait suivre ma passion, c'est un petit peu mélanger finalement le pro et le perso, mais aussi faire confiance que ça vient se nourrir, ça vient aussi grandir ensemble, quoi. hmm. Et sur ce mélange qui vient, j'ai envie de te questionner. Moi, c'est quelque chose en ce moment voilà, que je vois comment ça peut se lier, justement, ce lien du corps, cette intégration complète du corps et euh, l'invitation du sacré. Et comment en faire un sacré pas cloisonné, euh, Mhm. pas lissé, mais comment il est pleinement relié à ça et voilà, qu'est-ce que ces mots ils invitent pour toi? Et du coup, on arrive sur ce aussi sacré qui est dans ces mots du podcast. Yes. Alors le sacré, c'est un mot à la fois qui me touche beaucoup et qui fait partie de moi, de ce qui est vraiment important pour moi. Et en même temps, j'ai aussi un mouvement, comment dire, de, d'attention par rapport à ce mot-là, parce que je trouve qu'il est utilisé parfois à tort et à travers. Et aussi, ça a tendance, l'utilisation qui est faite parfois, ça a tendance à dire comme si, en fait, on l'utilise à la place du bien ou du mal, ou de ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Et du coup, pour moi, ce lien au sacré, il est vraiment quotidien en fait. J'aime bien dire, par exemple, si je reviens à la sexualité, on parle beaucoup de sexualité sacrée. Et, et dans mon expérience, toutes les sexualités sont sacrées. Euh, Dans le sens où la sexualité, ce moment de connexion, de présence, de lien, qui est pour moi, c'est ça la sexualité, c'est sacré, quelle que soit la forme que ça prend. Et j'en reviens un petit peu à ce que je disais au début sur, par exemple, est-ce que la sexualité sacrée, c'est de se regarder 1 heure dans les yeux, de prendre vraiment le temps? Oui, ça fait partie de la sexualité sacrée. Et en même temps, pour moi, le sacré, c'est la présence de ce que je suis, des espaces que j'ouvre, la clarté sur mes limites, celles de l'autre, la clarté sur j'ouvre un espace, je le ferme. Et c'est en fait, je pourrais amener comme un synonyme finalement de sacré, ça pourrait être présence, conscience, connexion, soin. Donc finalement, j'utilise assez peu ce mot, même si finalement je l'utilise beaucoup, mais pas forcément directement. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose un petit peu à reconstruire ou déconstruire par rapport à d'où on vient dans le monde occidental avec cet héritage judéo-chrétien, où il y a, surtout en France, un- comme un rejet un peu du sacré, en tout cas un rejet des religions, que je comprends parce que personnellement, je suis pas non plus dans une religion, mais ce fait qu'on a un peu rejeté les religions et du coup Dieu et tout ce qui va avec, ça fait qu'il y a comme un truc un peu très rationnel, rationalisant qui fait qu'on a un peu une coupure avec le sacré de la nature, le sacré du quotidien, le sacré de juste waouh, je suis dans un corps et je ressens des trucs. C'est de la folie. Et ce qui fait que j'observe parfois qu'en réaction à ça, il y a des constructions de oui, si je pars sur la sexualité, parce que la sexualité sacrée, du coup, on recrée en fait un petit peu des choses un peu rigides.
Donc moi, j'aime bien inviter le sacré dans quelque chose de très fluide et très quotidien et dans un lien aussi très animiste en fait. Moi, ma spiritualité, elle est très animiste et quand je dis animiste, c'est reconnaître l'esprit et le sacré dans tout. Je vais me baigner à la rivière le matin et je sais que la rivière, elle est connectée avec toutes les rivières, avec toutes les eaux de la terre et avec mes eaux intérieures et que je peux aussi dialoguer avec la rivière parce que c'est un esprit vivant avec cette rivière-là, mais aussi avec l'esprit de toutes les eaux. Et pareil avec tous les végétaux, avec tout ce qui est vivant en fait. Et le sacré, moi je le vis dans cet endroit finalement très intime, très intérieur. Et dans cet endroit aussi potentiellement de mettre plus de rituels dans ma vie. Rituels qui peuvent être très simples, juste de... qui pour moi, rituel, c'est être en conscience que j'ouvre un espace avec une intention et une attention claire, et qu'ensuite je vais le fermer et que je vais rouvrir d'autres espaces. Euh, Ouais, voilà comment ça résonne là-dessus, le sacré. Qu'est-ce que ça t'évoque? Pour moi, il y a la résonance dans la manière dont tu évoques l'éros et comment il est présent, en fait, comment c'est à chaque instant de notre vie. Et comment c'est pas du coup le sacré dans un moment précis, et les Mhm, roses dans un moment précis qui va être lié que à la sexualité. Non, là, quand je suis en train de mhm, ressentir euh, le tissu de la robe sur moi, quand je suis en train de ressentir les cheveux dans ma nuque, euh, mhm, l'air de la pièce, c'est là. Mais en fait, mhm, c'est les roses et c'est le sacré. Et c'est pour- comment c'est euh, relié. Et c'est bon, je trouve que c'est hyper important d'entendre cette fusion-là. Pour moi, dans mon chemin, en fait, j'ai réalisé il y a quelques années seulement comment, en fait, quand j'étais enfant, mes parents, ils sont toujours orthodoxes. Et donc, j'ai mangé de l'église. J'ai fait mes colonies de vacances dans les monastères. ouais, Et en même temps, pendant que, je me souviens, il y a une colonie de vacances où j'allais enfant dans un monastère. Et pendant ce temps, mes parents étaient dans le camp naturiste à côté. Et en fait, c'est comme si je faisais l'aller-retour entre les deux et que maintenant j'ai compris qu'en fait, on peut faire les deux en même temps, au même moment. Et, euh, yes. et juste ça, c'est hyper bon en fait. Hmm. Ouais, j'aime beaucoup cette image-là très concrète de navigation entre deux qui amène ensuite aussi à intégrer à l'intérieur de toi finalement ces différentes dimensions. Et ouais, ouais, c'est super beau. Hmm. Et est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui résonne dans une... Qu'est-ce que ça a pu ouvrir pour toi, cette intégration du sacré dans chaque moment de la vie? Est-ce qu'il y a eu un déclic de cette ouverture-là? Comment ça s'est passé en fait dans ton chemin? Hmm. Moi, ça a vraiment passé par cette spiritualité que je nomme comme animiste. Ça m'a vraiment aidé à soutenir cet endroit-là parce qu'en fait, si je vois euh, tout autour de moi comme tout ce qui est vivant, comme sacré, comme digne aussi de mon écoute, de ma présence, de mon interaction et avec qui je peux dialoguer aussi. C'est pas juste des êtres inertes autour de moi. Là, cette plante-là, en fait, c'est pas juste un objet, c'est un sujet. Et en fait, le monde entier devient un sujet et le monde entier devient un endroit avec lequel je peux relationner, mais aussi dans une forme de responsabilité partagée et de réciprocité aussi. Et après, j'ai pas un moment particulier qui me vient, mais pour moi, là, j'ai un chemin quand même vraiment important dont je parle pas tant que ça publiquement, mais autour de lignées latino-américaines chamaniques. Et, et notamment des rituels, par exemple, de quête de vision, où je suis 4 jours dans la forêt, seul, en jeûne sec, juste dans cette simplicité, dans ce dénuement. Et il y a des moments comme ça aussi qui résonnent aussi parfois dans le chamanisme avec des moments de dépouillement, mais aussi des moments de traverser la difficulté et aussi sentir ma résilience dans cette difficulté. Donc c'est pas forcément ce truc-là de il faut absolument souffrir pour être un humain digne, mais c'est plus aller trouver mes propres limites et ma propre résilience pour pouvoir aussi comprendre comment j'appartiens aussi à ce monde et aussi toute la couleur, toute la palette de ce que c'est être humain et être vivant. On a tous des situations différentes, mais on vit quand même dans un monde assez confortable, dans le monde occidental, en France. Il y a beaucoup de confort, il y a beaucoup de facilité. Et pour moi, de me confronter à quelque chose qui est plus de l'ordre du brut, dans le sens
non poli d'être en nature et d'être en lien avec les aimants de la nature, ça nourrit vraiment mon lien à ce sacré très simple, qui peut être très intérieur, qui n'a pas besoin d'être hyper grandiloquent, même clamé, tu vois, il est juste là en fait. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire que d'être avec, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Hmm. J'aime que tu utilises ce mot de brut ici, aussi dans la reliance avec, avec tout ce qui nous entoure. Et il y a quelque chose pour moi dans... Qu'est-ce que tu dirais quand on ressent cette intégration, tout qu'on fait avec la nature, mais en fait, dans la nature, parfois on nous dit il faut nous relier à la nature, c'est beau. Mais en fait, la nature, les animaux, moi je les vois, ils se bouffent entre eux. Là, moi j'ai la chance d'être avec la nature autour, mais si on est dans l'observation, il y a ça, il y a quelque chose de ben, dans cette brutalité, dans ce côté entier, ben, pour être entier, il y a ce côté très beau ou qui peut nous émerveiller, mais il y a aussi ce côté qui peut nous dérouter. Euh, Hmm. être, ouais, qui a une force énorme, mais du coup, comment je prends conscience que cette force qui peut être brute, ben, en fait, elle est aussi en moi et qu'il y a tout ça, il y a un panel énorme de possibles. Hmm. Ouais, ça me parle. J'aime bien le voir comme ça. Je l'aurais pas formulé comme ça, mais ça m'ouvre vraiment des trucs, ce que tu me dis de comme en fait d'accepter, d'acceptation aussi de l'incarnation. J'observe que du coup dans le sacré, il y a quelque chose qui peut être lié à plutôt à du spirituel, donc on peut avoir tendance à penser que le sacré, ça va être les sphères plutôt élevées, et je pense que oui, c'est les sphères élevées. En revanche, si je pars que dans les sphères élevées, et ça je l'ai vu dans mon chemin et dans des chemins de développement personnel, en fait, de vouloir un peu quitter son corps pour aller dans des sphères plus élevées parce que l'incarnation et le corps, c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est trop brut, c'est trop peut-être violent même, comme tu le nommes dans ce qui est dans notre nature, dans la nature des lois du vivant. Et, et ça me parle du coup un endroit de comment le sacré il peut être dans cette sphère-là, mais il peut aussi vraiment redescendre et s'incarner dans je suis incarné et j'aime mon incarnation, j'aime être dans ce corps quelle que soit l'expérience, même si c'est pas forcément du plaisir là qui est présent, même si c'est un peu désagréable, en fait, c'est ça le sens pour moi de l'incarnation, c'est de ressentir. Et ça fait le lien aussi avec, tu nommais le travail autour de mon travail autour de l'anus au début, ça fait vraiment le lien avec ça. Pour moi, dans l'anus, il y a cette dimension-là, en fait, ce trou du cul là qu'on a tellement mis de côté et diabolisé, enfin, je sais pas si diabolisé, si c'est diabolisé en tout cas sur la sexualité, qui peut invoquer du dégoût, de la peur, de manque d'hygiène, etc. Enfin, ça invoque plein de trucs, c'est la digestion, c'est mes détritus qui sortent, etc. Et en fait, cet endroit-là, en termes de présence, en termes de connexion au système nerveux, c'est un endroit qui, si je m'y relie profondément, de manière douce, tranquille et en présence, en fait, il me permet aussi d'aller en fait dans ces hautes sphères. C'est comme mon ancrage et mon assise pour pouvoir me déployer dans mon incarnation et qui est très spirituel en fait. L'anus, c'est un endroit hyper spirituel. Et j'adore pouvoir dire cette phrase, donc je le dis, l'anus, c'est un endroit hyper spirituel. Mais en fait, c'est hyper bon de réintégrer ça. En- Moi, dans les transmissions que je fais autour de comment on vient connecter à l'intuition, je dis, mais si on essaye juste d'aller vers ça et qu'on n'écoute pas l'instinct, qu'on n'écoute pas ben, les élans qui sont là, ben, ça va pas fonctionner ou ça va être en demi-mesure. Et quand tu parles là en fait, dans ce qu'on a dans notre instinct, l'enfant, il a ça, ouais, ses instincts. Ce qui est là au début, c'est je digère et ça circule en moi et les selles sortent et c'est juste ça. Puis à un moment, on va lui dire, bah attends, c'est sale, on va se mettre à plus en parler. Mais comment? Ça, c'est juste du vivant, c'est juste là. Hmm. Moi, je le vois avec mes enfants, j'ai deux jeunes enfants, où du coup, il n'y a pas que moi qui les élève, donc il y a d'autres regards qui arrivent, puis il y a ce qui est véhiculé par l'école, voilà, de voir des réflexions, des métamorphoses dans leur regard sur leur corps qui arrivent. Hmm. Et je vois vraiment comme d'un coup, ça referme quelque chose, eux, dans leur champ de possible. Et donc, nous, adultes, combien de fois on a fait ça de fermer, mais loin, loin, loin. Et du coup, comme ton travail le propose, d'aller bah, remettre de la douceur, du sacré dans ces espaces, d'aller remettre de la détente, ben, quand on détend jusqu'à l'anus, ben, qu'est-ce qui s'ouvre en fait? Ouais.
Ouais, ça me parle beaucoup ton lien avec l'enfance, avec les enfants. Euh, pour moi, une des plus belles choses qu'on peut toucher sur ce chemin, c'est de reconnecter avec cette joie et cette innocence enfantine et cette capacité à jouer tellement sérieusement. C'est-à-dire que c'est un jeu, mais j'y suis comme si c'était une question presque de vie ou de mort, parce que c'est vraiment ça. C'est très sérieux. Jouer aussi sérieusement qu'un enfant. J'adore cette phrase. Et les retours qui me touchent le plus, c'est quand je vois des personnes qui connectent avec cette innocence infantile, qui peut être aussi très érotique dans le sens où c'est juste une façon très vitale, très primale d'être en lien au monde avec sa sensorialité, avec le contact avec les enfants, ils n'ont pas peur de se salir, de mettre les mains dans la nourriture, d'y aller en fait complètement. Et ça, c'est magnifique. Et j'ai même parfois, je me souviens d'une retraite où là pour le coup on est sur le genital mapping, donc un outil où on va amener de la présence et de la conscience sur ses parties génitales pour amener aussi de la guérison, des nouvelles histoires, des nouveaux chemins et des personnes qui reçoivent ça dans un groupe, donc des duos qui se forment, des personnes qui reçoivent ça, et à la fin, ce qu'elles évoquent, c'est en fait, ben, j'ai retrouvé en fait mon innocence et ma joie enfantine dans cette pratique-là, tu vois, même dans la reliance comme ça, simple, consciente à son sexe, quoi. Et pour moi, ces endroits-là, c'est waouh, en fait, ouais, pouvoir revivre cette innocence, cette joie, cette simplicité enfantine tout en intégrant aussi que je suis un adulte, j'ai d'autres responsabilités, j'ai d'autres aussi, bien sûr, ça implique d'autres choses que d'être un adulte, mais que ça fait toujours partie de moi cet endroit-là. Une œuvre qui parle de l'enfant intérieur, etc. Et pour moi, c'est vraiment ça, cet endroit de l'enfant intérieur, c'est cette innocence primale, enfantine, quoi, qui est magnifique. Hmm. Mm. Et je veux bien avoir ton regard sur, en fait, quand on vient reconnecter à cette innocence primale, qu'est-ce qui peut se passer par rapport au trauma que l'on a pu avoir ensuite? Comment, quelle est ton approche par rapport au trauma? Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est comme si on revient à quelque chose qui est avant le trauma, qui est, pour moi, quoi qu'on ait pu vivre, en fait, notre part complètement intérieure, elle est invincible, indestructible, et elle Mm. est là, cette joie brute. Et Mm. moi, j'ai pas cette spécialisation que toi, tu as autour de l'approche des traumas, et j'ai bien envie de voir Mm. qu'est-ce que tu as compris. Ouais. Alors pour moi, c'est plein, j'ai envie de dire presque plein d'aller-retour. Donc en effet, ça me parle vraiment ce que tu dis de cette part de nous qui est pas touchée. Et c'est merveilleux de pouvoir s'y connecter, mais c'est pas forcément facile. Ça peut demander un peu de temps de réussir à trouver vraiment cet endroit de nous qui est au-delà de tous les traumas, etc. Elle existe cet endroit-là, mais ça peut demander des couches et des couches d'engagement extrême pour y toucher. Mais ce que j'observe, c'est qu'en fait, de reconvoquer notre héros, se reconvoquer notre innocence, notre joie d'être humain, notre sensorialité, ça va en fait réveiller probablement des mémoires, des traumas, des difficultés. Donc les personnes parfois qui viennent dans ce travail sur l'érotisme, elles se disent, ah ouais, ça va être que paillettes et brillance. Et en fait, non. Le travail sur l'érotisme et sur la reconnexion avec sa sensorialité profonde et son corps, il va amener en fait tout le panel de ce que c'est d'être humain dans les difficultés, dans les joies, dans l'agréable et dans le moins agréable. Et sur ce chemin, en fait, c'est comme si je reconnectais avec petit à petit avec toutes les parts de moi. Et il y a des parts de moi qui vont avoir besoin d'écoute, de soins, qui vont peut-être être traumatisées, qui vont avoir besoin du coup d'un travail spécifique à cet endroit-là sur comment en fait je peux réparer, comment je peux reconnaître, comment je peux voir. Et je vais aller, voilà, traiter ça, en tout cas être avec ça. Et puis il y a autre chose qui va s'ouvrir du coup parce que je vais guérir cet endroit. Il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent. Je pourrais aller dans d'autres profondeurs. Je vais arriver dans d'autres profondeurs et là je vais rencontrer encore d'autres parts de moi qui ont aussi besoin d'être vues, d'être guéries. Peut-être que c'est des traumas qui remontent encore plus loin, à la conception, au moment de la grossesse ou peu importe en fait quand ils remontent. Mais en fait je dis ça parce que pour moi, c'est un chemin un peu infini de profondeur qui s'ouvre. Et dans cette profondeur qui s'ouvre, en fait, je rencontre d'autres parts de moi et je les ramène, en fait. Je les rameute, je deviens de plus en plus intègre et de plus en plus complet d'une certaine façon. Et, et ça demande aussi à être prêt à aller voir ça. Euh, Ce travail plus intégral. C'est-à-dire, si je veux voir que des paillettes, etc., c'est possible, mais je vais rester dans une forme de superficialité.
Et pourquoi pas, peut-être que c'est aussi une façon de me protéger finalement et parce que je suis pas encore prêt à à aller voir ces parties de moi. Mais ce chemin, là, je suis en train de travailler sur un cycle en ligne qui s'appelle Union érotique. Et en fait, juste de se reconnecter à son érotisme simple, à sa sécurité intérieure, ça réveille chez les personnes qui participent des souvenirs, de vécus qui sont parfois difficiles. Mais c'est juste qu'en fait, ce travail-là fait émerger, en fait. Fait émerger et après, ça demande à faire confiance que bah, je peux m'accompagner là-dedans, peut-être je peux recevoir du soutien et je fais ces allers-retours. Ces allers-retours. Mais c'est pas. Disons que la courbe, elle est plutôt avec, ça augmente, il y a un palier, peut-être ça redescend un petit peu, ça augmente, mais pour moi, on retombe jamais plus bas. C'est plus qu'on, voilà, et peut-être aussi, il y a un aspect aussi cyclique et plus spiralé, mais il y a aussi un aspect comme ça de spirale qui va de plus en profondeur dans le chemin. C'est bon que tu dis cette phrase, je peux m'accompagner là-dedans. Euh, Pareil, si je reprends le regard sur les enfants, je vois comme parfois ça peut dérouter les gens lorsque je laisse mes enfants, en tout cas je leur dis je suis présente, Mhm. mais je ne vais pas chercher à taire le vécu de la frustration, le vécu de la colère, et Mhm. hum, pour leur permettre d'aller aussi voir ce qui se passe et pour leur permettre de voir comment ils en sortent. Et si à un moment ils ont besoin d'aide, ils savent qu'ils peuvent venir. Mais je voulais savoir du coup, Mhm. comment toi, euh, bah, dans tes accompagnements, comment ça se passe pour permettre aux personnes de se rendre compte que je peux me permettre de m'accompagner moi-même là-dedans. Je peux me permettre de plonger vers ça. Mhm. Ouais, complètement. Pour moi, c'est un chemin d'autonomie, hein, comme tu l'aimes avec tes enfants. Et aux enfants, on leur apprend petit à petit l'autonomie avec leur capacité au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et pareil, pour moi, dans les accompagnements, c'est un chemin d'autonomie. C'est-à-dire que la priorité, c'est que chaque personne devienne autonome, ce qui ne veut pas dire complètement indépendante et j'ai plus besoin de personne, parce qu'en fait, on est des êtres interconnectés. Et pour moi, l'autonomie, c'est en interconnexion. Et, et du coup, pour moi, le chemin principal, et en particulier par rapport au trauma, c'est d'apprendre à trouver sa propre capacité de trouver son endroit de ressourcement, son endroit de stabilité, et savoir revenir à cet endroit de détente, de stabilité. Et en fait, c'est comme construire un peu des fondations de plus en plus solides, des racines de plus en plus solides. Et, et en fait, le travail qui est souvent fait, bah, si on en revient, il y a beaucoup de choses quand même qui sont liées à l'enfance. C'est quand un bébé il naît, un enfant est né, il n'a aucune capacité de régulation, d'autorégulation, donc de retrouver lui-même sa sécurité intérieure. Il apprend le fait de se sentir en sécurité en co-régulation, c'est-à-dire avec les adultes qui prennent soin de lui et qui idéalement aussi ont un système nerveux régulé, qui sont aussi posés en sécurité la plupart du temps. Et en fait, en résonance, il va apprendre petit à petit à lui-même à trouver des ressources pour s'autoréguler. Il y a tout un, voilà, il y a des personnes qui écrivent là-dessus sur comment, au fur et à mesure, les enfants, ils ont de plus en plus de capacité à se réguler s'ils reçoivent de la co-régulation saine et stable et dans le temps et dans les années. Et la plupart de nous, on a reçu ça de manière plus ou moins régulière et plus ou moins stable. Et il y a quelque chose à reconstruire là-dedans, de comment, en fait, et c'est ça aussi l'accompagnement individuel ou parfois de groupe, c'est comment, en fait, je peux trouver de la co-régulation avec d'autres adultes euh, et du coup du soutien, de l'appui avec d'autres adultes pour reconstruire ou ouais, transformer petit à petit ma capacité moi-même aussi à m'auto-réguler, à trouver mes propres ressources. Et aussi à du coup être une personne qui peut offrir de la régulation. Et la régulation, c'est tout simplement offrir, en fait, nos systèmes nerveux, ils sont en perpétuelle interaction de manière invisible, en fait. Et plus que nos systèmes nerveux, nos êtres entiers. Et on peut le ressentir assez facilement avec, il y a une qualité de présence dans une pièce, et il y a une personne qui arrive. Et cette personne-là, potentiellement, en fonction de l'intensité de son système nerveux, elle peut amener vraiment beaucoup de paix. Ça peut être, waouh, il y a de la paix, il y a vraiment un truc qui change dans l'espace, ou elle peut aussi amener beaucoup d'agitation, ou tout le spectre entre les deux. Et ça, pour moi, c'est une forme aussi de charisme, c'est-à-dire d'être conscient de ce que j'amène dans un espace, de là où je suis. Et c'est pour moi une des définitions du charisme, de cette conscience de ce que j'amène et comment je transforme ou pas l'espace. Et ça, c'est une image pour moi de qu'est-ce que c'est la co-régulation aussi. Parce qu'en fait, on est des mammifères qui, en permanence, en cherchent,
entre nous, humains, à voir est-ce que là, c'est un espace safe, est-ce que c'est un espace où je peux me déposer, ou est-ce que c'est un espace où je dois plutôt être en réaction et en vigilance. Hmm. Merci. Il y a ici, tu amènes l'image d'une personne qui arrive dans une pièce et de comment elle et son énergie, son charisme, ce qu'elle dégage. Hmm. Et il y a comment euh, ceux qui sont là dans la pièce euh, ouvrent ou non, comment ils réagissent par rapport à ça. Quand c'est une énergie qui va nous porter, nous nourrir, on a envie d'en envie grand, mais quand c'est une énergie qui peut être déroutante, déstabilisante, dure, comment, comment je conjugue avec ça et comment je peux quand même être avec mon centre, même si j'ai du mal à l'expliquer avec des mots, mais vraiment comment, dans le quotidien, je trouve que le nombre de fois où, même dans des petites choses toutes simples, je suis dans la rue, je marche, je dis bonjour, ah bah tiens, je sens comment je suis sortie de moi, comment je peux faire la même chose en étant là. Et donc déjà, ça c'est sur du petit, mais quand c'est une énergie bam qui vient me confronter, Mhm. bah qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Hmm. Ouais, ça. Ouais, j'aime cette question. Pour moi, c'est le travail de base, ou le chemin. Le travail, c'est un mot qui est particulier, mais le chemin, en tout cas, c'est vraiment de apprendre à rester avec les sensations et en observation. Un endroit, en fait, où je suis toujours en contact avec moi-même. J'aime bien dire, en fait, la méditation, c'est tout le temps et à chaque instant. Et là, en même temps où je te parle, je me l'applique. Il y a un endroit où je cherche, en tout cas dans mon intention, à être au moins 60% à l'intérieur et 40% à l'extérieur. J'aime bien à peu près cet équilibre-là de dire, il y a au moins 60% de mon attention qui est dans mes sensations, dans ce qui se passe en moi, dans comment je réagis aux signaux de mon environnement. Et donc, si j'arrive petit à petit, et c'est un chemin infini à ancrer ça dans ma vie, à rester avec mes sensations, rester avec moi. Je peux aussi observer comment je réagis à l'entrée d'une personne, à l'interaction avec telle personne. Ah, avec telle personne, c'est comme ça. Avec telle personne, c'est comme ça. Ou dans ce moment de la journée, où si je suis déjà un petit peu dans mes pensées, où j'ai pris 3 cafés, où je suis un peu stressé, et ben, je réagis de telle façon. Et c'est ça aussi tout le chemin avec le système nerveux, c'est d'apprendre à s'observer, à voir comment je réagis en fonction des situations. Et est-ce que ma façon de réagir, ça correspond vraiment à la réalité du présent? Ou est-ce que ça correspond en fait à des mémoires, à des choses, à mes autoroutes de réagir? Et c'est ça aussi le travail de reconfiguration un peu du système nerveux, c'est de dire, on a tous vécu ça, de réagir à une situation d'une façon qui n'est pas du tout appropriée a priori ou beaucoup plus que ce que la situation exigerait. Mais c'est qu'en fait, je réagis plutôt à une mémoire de comment je pense que je dois réagir parce que j'ai vécu un événement qui m'a choqué, qui m'a traumatisé. Et donc de réapprendre à créer ces chemins, en fait, de voir où je suis. Et ça passe par le travail de sensation, d'observation du système nerveux et de mes réactions. Et quand j'arrive à être dans cet endroit-là suffisamment posé, détendu, bah, c'est là aussi que je retrouve la liberté de choisir, si je reviens avec le, avec le mot du début de liberté. Et ça, c'est un grand endroit de liberté, en fait, de pouvoir dire, OK, j'observe ce que je vis en moi, j'observe comment cette personne me fait réagir. Et qu'est-ce que je choisis maintenant? Qu'est-ce qui est vraiment adapté maintenant? Et peut-être ce qui est adapté maintenant, ça va être de poser un stop, poser une limite, de dire en fait non, là je veux pas être dans cet espace avec toi. Ou peut-être ce qui est adapté maintenant, c'est de pouvoir dire ok, là je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange, est-ce qu'on peut en parler? Voilà. Et après, toutes les réponses possibles sont justes en fait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de réagir, mais c'est juste, encore une fois, rester avec la capacité de choisir et vraiment en lien avec la réalité du moment. Ouais. Ah, ça me parle tellement. Mm. De... Ouais, c'est bon. Moi, dans les accompagnements, il y a cette même attention sur l'observation. Et souvent, j'invite les personnes à se demander, est-ce que ça m'appartient, ce que je suis en train de ressentir? Et en fait, dans la manière Mm. dont tu le dis, c'est comme si j'ai l'impression que je pouvais affiner ce questionnement-là, dire, est-ce que ça m'appartient maintenant? Ou est-ce que je suis en train de reconvoquer quelque chose de passé qui est Ouais. propre à ce que j'ai vécu ou une énergie que j'ai captée? Mais Ouais, ouais, c'est bon, est-ce que ça m'appartient maintenant? Et à partir du moment où je m'en suis rendu compte, qu'est-ce que je choisis? yes, est-ce que ça Thomas. m'appartient? Ouais, ça me parle cette question, ouais, carrément, c'est une belle façon de le dire. Mm. Est-ce que tu Mm. as des derniers mots qui te viennent ici pour clôturer cet espace, clôturer ce temps? Ah, les derniers mots. Bah, déjà, ça m'invite tu vois, prendre un soupir, à me poser, à me dire, OK, il y a une clôture, justement, par rapport
On a ouvert l'espace, là on est en train de le fermer, donc je sens aussi, j'ai envie de mettre la conscience là-dessus, sur ferme cet espace ensemble. Et ouais, c'est surtout la gratitude qui est présente. Gratitude pour l'espace que tu ouvres, pour la résonance que tu offres, la possibilité aussi de mettre des mots d'une manière différente sur comment j'approche ma vie et mon travail. Et voilà, je suis juste avec ça. Et, et l'envie de ralentir aussi. Je sens quand je parle ou quand je me passionne, j'ai un endroit de moi je suis plutôt quelqu'un de rapide de base et j'ai vraiment un chemin sur le ralentir. Donc là, ça m'invite à ralentir, à parler un petit peu plus doucement, à vraiment être dans mon ventre. Et voilà, c'est bon de me relier à ça. Mm. Un immense merci, Thomas, pour ce partage, pour ce moment. C'était bon à, à vivre. Ouais, merci beaucoup à toi, Gabriel, pour ce podcast et puis tout ton travail. C'est magnifique. Merci. Et à vous qui nous écoutez, ben, venez partager les mots d'aujourd'hui, venez les soutenir. Vous pouvez mettre une belle note au podcast, vous pouvez laisser vos retours, vos commentaires qu'on sera heureux de lire et vous abonner pour voir toute la série qui vient. Un immense merci et une très belle journée. Merci à toi. Belle journée.